Sous le soleil implacable de Tiban, le sable frémissait avant le choc décisif. En octobre 2025, Ibrahim Traoré n'a pas seulement lancé une offensive. Il a inversé une trajectoire qu'on disait condamnée à l'assistance et au deuil. En un ordre net, il a transformé la peur diffuse en méthode opérationnelle, la dispersion en coordination mesurable, la réaction lente en vitesse planifiée. Comment ce capitaine du Burkina Faso a-t-il fait d'un champ de bataille un laboratoire de souveraineté capable d'unir trois armées et de produire des résultats vérifiables? Et si cette équation devenait la nouvelle norme sahélienne durable? L'opération Tindiban ne promettait ni miracle ni revanche. Mais revanche. Ibrahim Traoré affirmait autre chose. La possibilité mesurable d'une autonomie africaine fondée sur la coordination, la rapidité et la rigueur. Son pari, risqué mais lucide, tenait en une phrase. « Nous n'attendrons plus que d'autres écrivent notre sécurité. » Pour eux. Derrière ces mots, une promesse de méthode. Transformer une victoire militaire en doctrine durable. Le bénéfice attendu dépassait les frontières. Restaurer la confiance populaire, stabiliser le commerce régional, redéfinir la souveraineté comme une compétence technique, non plus un rêve politique. Mais chaque engagement portait sa menace. L'échec ramènerait des millions de civils dans le cycle du doute et de la dépendance. Tindiban devenait ainsi un test grandeur nature de la capacité africaine à planifier, décider et protéger seule. Le Sahel, longtemps réduit à des communiqués de deuil, entrait dans une phase d'expérimentation. Et au centre du dispositif, Ibrahim Traoré mesurait chaque pas comme un calcul collectif. La révélation fondatrice est survenue 2 semaines avant l'assaut de Tindiban. Les services de renseignement du Burkina Faso et du Mali interceptèrent un convoi armé traversant le nord du Sahel. Pour la première fois, 3 armées africaines partageaient leur flux d'informations sans intermédiaire étranger. Un basculement discret, mais historique. Ibrahim Traoré y vit le signe attendu. La souveraineté pouvait désormais se mesurer en gigaoctets. Les chiffres suivirent. 12 drones de surveillance, 9 centres de coordination, 3 chaînes logistiques fusionnées en moins de 48 heures. Derrière ces données, un mot d'ordre, rapidité. Dans une région où chaque décision nécessitait jadis des semaines d'attente diplomatique, le réseau AES permit des réactions en temps réel. Ce contraste, presque brutal, marqua la rupture entre dépendance et autonomie. Depuis 2013, la lutte contre les groupes armés reposait sur des forces extérieures dont la présence s'était confondue avec la lassitude des populations. Les villages d'Arbinda, de Tessit ou de Tindiban vivaient sous la menace constante des raids nocturnes. Les chancelleries rédigeaient qu'à saccager des communiqués pendant que les familles n'enterraient leurs morts. C'est dans cette inertie qu'Ibrahim Traoré forgea sa conviction. La paix importée ne prend jamais racine. Ainsi naquit l'idée d'une alliance du terrain, ancrée dans la connaissance locale et la technologie artisanale. Des ingénieurs sahéliens relièrent 3 capitales par un maillage de fibres et d'ondes. Les officiers, souvent formés à l'étranger, revinrent enseigner des méthodes adaptées à leur propre géographie. Ce mélange d'intelligence humaine et de pragmatisme régional posa les bases d'une doctrine nouvelle. Frapper vite, décider ensemble, rendre compte aux civils. Le décor était planté. Tindiban ne serait pas une improvisation, mais la démonstration que l'Afrique coordonnée pouvait reprendre la main sur son destin. Au cœur de cette stratégie, un visage s'imposa. Ibrahim Traoré, jeune officier devenu symbole d'une souveraineté en acte, refusa les bureaux climatisés pour rejoindre un poste avancé près de la frontière malienne. Ce geste, simple mais risqué, signifiait que le commandement devait se mener depuis la poussière du terrain. Autour de lui, des figures anonymes prirent place. Ingénieurs, logisticiens, analystes. L'un d'eux, un technicien de Niamey, expliqua avoir transformé un drone civil en outil de cartographie militaire grâce à des composants récupérés sur un marché local.
Ces initiatives minuscules additionnées modifièrent la dynamique du conflit. Pour la première fois, la créativité africaine remplaçait la dépendance technologique. En une semaine, les villages frontaliers virent revenir les convois de ravitaillement escortés par des soldats sahéliens. Les habitants, étonnés de ne plus voir d'insignes étrangers, saluaient ces patrouilles locales comme un retour du possible. Ibrahim Traoré, observant ces scènes, comprit que la victoire ne se mesurerait pas seulement en kilomètres repris, mais en confiance restaurée. Chaque geste, chaque amélioration logistique renforçait l'idée d'un modèle reproductible. Frapper vite, décider ensemble, rendre compte aux civils. Le terrain devenait école, les acteurs locaux, formateurs. Ce glissement marquait l'émergence d'une doctrine pratique. L'autonomie pouvait se fabriquer pièce par pièce, depuis la poussière et la patience. Le 18 octobre 2025, avant l'aube, 3 signaux clignotèrent sur le réseau de renseignement sahélien. En moins de 30 minutes, Ibrahim Traoré donna l'ordre d'exécution depuis son poste avancé près de Dori. Pas de longues réunions, pas d'autorisation diplomatique. L'alliance des États du Sahel se mit en marche seule. Les unités R5 burkinabé ouvrirent le feu les premières. Leurs salves illuminèrent le désert, traçant des arcs de feu au-dessus des dunes. Chaque impact était calculé à partir des coordonnées s'envoyées par les drones maliens. Puis, la cavalerie légère nigérienne entra dans la danse, motorisée, rapide, silencieuse. En moins de 3 heures, le triangle de Tindiban fut verrouillé sur 3 axes. Bruit, poussière, précision, tout convergea vers un même objectif, empêcher l'ennemi de respirer. Pendant ce temps, au centre de commandement de Bamo, les écrans affichaient des images thermiques, des flux radio, des signaux GPS artisanaux. L'ingénierie locale remplaçait la dépendance satellitaire. Ibrahim Traoré, casque sur les oreilles, observait en silence. Il savait que chaque minute gagnée devenait un argument politique. La première phase s'acheva sans perte. À la deuxième, les troupes encerclèrent les dernières poches de résistance. Un ancien capitaine malien raconta plus tard « Nous ne nous attendions pas à les voir arriver d'en bas, ni aussi vite. L'effet de surprise fut total. Les motos ennemies, jadis symboles de mobilité, furent détruites en quelques salves. Vers midi, la poussière de Tindiban retomba. Le silence revint, mais c'était un silence neuf, celui d'une victoire, sans cercueil. L'après-midi, les convois AES transportèrent armes, documents et disques durs vers Niamey. Les analystes découvrirent un réseau étendu jusqu'à la Libye et au Soudan. Ce renseignement transforma la victoire tactique en atout stratégique. Devant la carte du Sahel, Ibrahim Traoré prononça simplement « Nous venons de prouver que l'intelligence, la mobilité et l'unité ne sont pas des slogans, mais des armes. » Quand le soleil disparut derrière les dunes, le désert resta silencieux. Mais ce silence-là n'était plus celui de la peur. C'était celui d'un continent qui venait de se souvenir de sa force. Les chiffres de Tindiban ne racontaient pas une légende. Ils mesuraient une bascule historique. En moins de 48 heures, 123 kilomètres de territoire avaient été sécurisés, 287 positions ennemies neutralisées et aucune perte côté AES. Le Sahel venait de signer un acte d'autonomie en lettres de sable et de chiffres. Les chiffres de Tindiban, vérifiés puis diffusés, bâtirent plus qu'un récit, une norme. Le premier indicateur fut la vitesse d'intervention. Avant l'alliance des États du Sahel, la réponse moyenne à une attaque terroriste dépassait 72 heures. À Tindiban, elle fut ramenée à moins de 6, une réduction de 14%. Ce delta temporel bouleversa la perception même de la décision africaine. Chaque heure gagnée équivalait à des vies sauvées, des villages préservés, un moral consolidé. Deuxième donnée, la densité d'appui logistique. 9 corridors furent tracés simultanément entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec un taux de défaillance inférieur à 2%. Ce chiffre apparemment technique
cachait une révolution silencieuse. Pour la première fois, 3 nations sahéliennes alimentaient une opération commune sans dépendre d'aucun fournisseur extérieur. Carburant, munitions, maintenance, tout fut planifié et exécuté localement. Dans les entrepôts improvisés de Gao ou de Dori, une phrase circulait. « Nous sommes nos propres logisticiens. » Troisième donnée, la perception civile. Les enquêtes menées après l'opération montrèrent qu'à Tindiban, 84% des habitants déclaraient avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées nationales, un taux qui ne dépassait pas 30% 10 ans plus tôt. Ce bond de 5 points n'était pas qu'une statistique. Il traduisait un renversement psychologique majeur. La sécurité ne venait plus d'ailleurs, mais d'ici. Enfin, la donnée la plus symbolique, 0 perte humaine du côté AES. Ibrahim Traoré, interrogé à Niamey, résuma cette équation en une phrase devenue doctrine. Ce n'est pas la victoire du hasard, c'est la victoire du calcul et du respect de chaque vie africaine. Sous cette formule se cachait une méthode. Frapper fort, mais propre. Planifier, mais rester humain. Les manuels militaires de Bamako et d'Ouagadougou inscrivirent désormais cette équation. Intelligence, place mobilité, plus unité et souveraineté mesurable. Le Sahel, longtemps défini par la pauvreté et la dépendance, s'offrait un nouveau vocabulaire, celui de la performance, de la précision et du temps gagné. Les critiques n'ont pas tardé. Certains observateurs occidentaux affirmèrent que la victoire de Tindiban n'était qu'un effet de surprise, impossible à reproduire. D'autres insinuèrent qu'Ibrahim Traoré remplaçait une dépendance par une autre, troquait l'assistance occidentale contre une influence régionale trop centralisée. Ces arguments méritaient pourtant d'être entendus, car c'est en affrontant ces contradictions qu'un modèle devient solide. Première objection, la durabilité. Oui, le Sahel a gagné une bataille, mais peut-il maintenir cette cadence face à des réseaux mouvants? Ibrahim Traoré répondit par la structure même de l'AES, une architecture décentralisée fondée sur la coordination locale. Chaque centre de commandement est interconnecté. Chaque brigade peut agir sans ordre venu du sommet. Cette flexibilité, héritée du terrain, garantit la continuité, même en cas de rupture hiérarchique. Deuxième objection, le manque de ressources. Les détracteurs rappellent que les budgets militaires combinés du Mali, du Niger et du Burkina Faso restent inférieurs à 1% du PIB. Pourtant, cette contrainte a stimulé l'ingénierie frugale. Drones recyclés, logiciels libres, véhicules adaptés au sable. Comme le répète souvent Ibrahim Traoré, nous ne manquons pas d'argent, nous manquons d'autonomie intellectuelle. Troisième objection, l'isolement régional. On a accusé l'AES de fermer le Sahel au reste du continent. Mais déjà, le Ghana, la Guinée et le Tchad étudient que le modèle de Tindiban comme un cas d'école de stratégie endogène. Les universités africaines y voient la preuve qu'une coopération sud-sud n'est plus un slogan, mais une méthode reproductible. Ces débats nourrissent que la doctrine au lieu de la fragiliser. En confrontant ses limites, le projet AES s'affine. C'est là, dans cette capacité d'autocorrection, qu'Ibrahim Traoré fonde la légitimité d'un modèle africain durable, un système qui écoute ses critiques pour renforcer ses fondations. Au milieu du récit, un basculement moral s'imposa. Ce ne fut plus une guerre, mais une renaissance. Pour la première fois, la peur changea de camp. Ibrahim Traoré, au lendemain de la victoire, ne célébra pas le triomphe. Il ordonna la reconstruction immédiate. Les images diffusées par les radios locales montraient des écoles rouvertes, des marchés repeints, des routes déblayées. Le symbole était clair. Le Sahel n'attendait plus la validation du monde pour se relever. Mais le choc le plus profond fut intérieur. Dans les casernes du Burkina Faso et du Niger, les jeunes officiers voyaient désormais en Ibrahim Traoré la preuve qu'un Africain pouvait diriger, innover et vaincre sans tutelle. Cette contagion de confiance se propagea comme une onde silencieuse.
qu'on appela bientôt le syndrome Tindiban. Le midpoint du récit n'était pas une fin d'opération, mais un commencement d'identité. La souveraineté n'était plus un mot, mais une pratique quotidienne. Les effets de Tindiban dépassèrent largement le champ militaire. 4 cercles d'impact dessinèrent la portée du changement. Au niveau national, le Burkina Faso lança, quelques semaines après la victoire, un programme de reconstruction du Nord. Des villages furent reconnectés à l'électricité. 14 écoles rouvertes, 3 hôpitaux de campagne transformés en structures permanentes. Tchaste, ces chiffres, modestes en apparent. Et sa marquait le retour de l'État dans des zones longtemps abandonnées. Ibrahim Traoré visita lui-même Arbinda, serrant les mains de cultivateurs qui parlaient enfin d'avenir plutôt que de survie. Sur le plan économique, la sécurité retrouvée relança les routes commerciales. Le trafic transsaharien augmenta de 27% entre octobre 2025 et mars 2026. Des convois de coton, de bétail et de mie reprirent la traversée jusqu'à Gao et Agadez. Les coopératives locales, soutenues par l'AES, mirent en place un système d'assurance mutuelle, première innovation sociale dans la région depuis une décennie. La reprise du commerce nourrit une chaîne de confiance. Chaque échange devenait preuve que la guerre reculait. Socialement, la dignité reprit racine. Les marchés vibrèrent à nouveau. Les femmes réinvestirent l'espace public. Les radios communautaires diffusèrent des messages d'unité en plusieurs langues. Dans les écoles, la bataille de Tindiban entra dans les manuels comme exemple d'intelligence collective. Ibrahim Traoré y était décrit non en héros solitaire, mais en déclencheur de méthode. À l'échelle régionale, le Mali et le Niger adoptèrent la doctrine Tindiban. Frapper court, coordonner large, comptèrent sur l'humain. Un conseil permanent fut installé à Niamey pour superviser les projets conjoints. Des délégations venues du Ghana, de la Guinée et du Tchad observèrent le modèle. L'Union africaine redéfinit alors le Sahel, non plus comme zone rouge, mais comme région de transformation stratégique. Ces résultats n'effaçaient ni la pauvreté ni les tensions, mais ils changeaient le vocabulaire. Le mot « crise » reculait, celui de « construction » progressait. Et sous cette mutation lexicale, une signature invisible se dessinait. Celle d'Ibrahim Traoré, l'homme qui avait transformé la douleur en méthode et l'espoir en système. L'avenir du Sahel, après Tindiban, se dessine selon 3 trajectoires que résume Ibrahim Traoré. Consolidation, expansion ou fragmentation. Premier scénario. La consolidation. C'est l'option prudente. L'Alliance des États du Sahel maintient la coordination militaire actuelle tout en renforçant les infrastructures civiles. Les effectifs mixtes du Burkina Faso, du Mali et du Niger demeurent autour de 40 000 hommes, appuyés par un réseau de 30 drones et 12 bases tactiques. La priorité, sécuriser les routes commerciales et stabiliser la chaîne alimentaire. Ce scénario repose sur un financement interne régulier et une cohésion politique sans faille. Deuxième scénario, l'expansion régionale. Ici, le modèle Tindiban inspire d'autres pays. Le Ghana, la Guinée et le Tchad pourraient rejoindre l'AES pour constituer un pôle de sécurité ouest-africain autonome. Le partage technologique deviendrait un levier de croissance. Dans cette hypothèse, la croissance du PIB régional dépasserait 4%, stimulée par la réouverture complète des corridors transsahariens. Mais cette réussite suppose un équilibre rare. Confiance mutuelle entre partenaires et neutralisation des ingérences extérieures. Troisième scénario, la fragmentation. Les sanctions économiques et la désinformation étrangère pourraient fragiliser l'alliance. Des divergences entre commandements nationaux réapparaîtraient, ralentissant les opérations communes. La baisse du moral ou du financement risquerait d'enclencher un retour à la dépendance. Ibrahim Traoré reconnaît ce danger. Le prochain combat ne sera pas contre des hommes, mais contre la fatigue et le doute. Ces 3 voies ne s'excluent pas. Elles dessinent
Une carte mentale que le Sahel apprend à lire sans traducteur. Si la consolidation est la base, l'expansion demeure l'ambition, et la fragmentation, la menace à conjurer. Le message d'Ibrahim Traoré est clair. Planifier, anticiper, rester maître du rythme du temps africain. Au-delà des bilans et des chiffres, la victoire de Tindiban s'enracina dans les gestes du quotidien. Dans les villages du Nord, Ibrahim Traoré multiplia les visites sans protocole. Il s'assit sur des nattes, écouta les anciens, encouragea les jeunes à rebâtir eux-mêmes leurs écoles. Un instituteur de Djibo lui confia « Avant, nos élèves dessinaient des soldats étrangers. Aujourd'hui, ils dessinent les nôtres. » Cette phrase, reprise par les radios communautaires, résuma le basculement psychologique d'un peuple. Dans les grandes villes, l'élan prit d'autres formes. Des femmes créèrent des coopératives de commerce transfrontaliers. Des étudiants montèrent des startups de sécurité numérique. Des journalistes formèrent des collectifs d'investigation. Chacun voulait prouver que la victoire pouvait devenir une discipline du possible. Les rires, les tambours, les prières remplacèrent les tirs nocturnes. Ces sons ordinaires devinrent les battements d'une renaissance. Ibrahim Traoré voyait dans ces signes discrets la confirmation de son pari, qu'une souveraineté réelle ne se décrète pas, elle s'éduque. Le changement durable dépendrait moins des armes que de la confiance sociale restaurée. Si le peuple gardait foi dans sa propre compétence, le Sahel tiendrait debout, sans tuteur. Transformer la victoire en structure durable. Tel fut le défi qu'Ibrahim Traoré formula dès novembre 2025. Il présenta un plan en 5 étapes, simples dans leur forme, exigeantes dans leur mise en œuvre. D'abord, comprendre. L'AES mit en place un système d'écoute civilo-militaire. Chaque région dispose désormais d'un comité rassemblant officiers, enseignants, chefs coutumiers et ingénieurs. Objectif: identifier les besoins prioritaires avant toute opération pour que la sécurité ne soit jamais dissociée du quotidien. Ensuite, stabiliser. Les zones libérées de Tindiban servent de laboratoire. Des patrouilles mixtes Burkina-Mali-Niger y garantissent l'ordre public pendant 6 mois avant la passation aux autorités civiles. Ce protocole, baptisé Transition apaisée, a déjà réduit de 40% les incidents post-conflit. Puis, produire. Les anciens dépôts militaires sont convertis en ateliers et centres agricoles. Les circuits de ravitaillement deviennent filières économiques locales. De plus, former. Des académies régionales enseignent la doctrine intelligence, plus mobilité, plus unité. Enfin, transmettre. La mémoire de Tindiban est intégrée dans les programmes scolaires et dans les archives publiques. Ce plan trace une ligne claire. Comprendre pour agir, agir pour durer. Ibrahim Traoré le résume ainsi. La victoire n'est complète que lorsqu'elle apprend à se reproduire sans moi. Le soir du premier anniversaire de Tindiban, le vent du Sahel portait encore l'odeur du sable et des feux de camp. Ibrahim Traoré retourna sur le lieu de l'assaut. Aucun discours, aucune fanfare. Il se contenta de tracer un cercle dans la poussière, symbole d'un cycle accompli. Autour de lui, des soldats, des ingénieurs, des civils qui avaient déjà participé à l'opération observaient, en silence. Leurs visages racontaient mieux que des mots la fierté d'avoir prouvé qu'un peuple pouvait s'unir sans tuteur. Un jeune officier murmura « Ce n'était pas une bataille, c'était une preuve ». Et cette phrase, reprise par les radios locales, devint l'écho du renouveau sahélien. Tindiban n'était plus seulement une victoire, c'était un rappel que la souveraineté se conquiert d'abord dans les consciences. Le récit de Tindiban se referme comme il a commencé, dans la lumière nue du désert et le silence des témoins. Ibrahim Traoré n'y apparaît plus comme un chef de guerre, mais comme un pédagogue de la dignité. Son message final n'est ni politique ni militaire, il est collectif. Si nous pouvons partager le sang, alors nous pouvons partager le pain. Cette phrase, devenue proverbe, résume l'esprit du Sahel nouveau, une souveraineté vécue, patiente, vérifiable. Les tambours du Nord résonnent à nouveau,
non pour célébrer la victoire, mais pour marquer le début d'une ère où l'Afrique apprend à se compter par elle-même. Le lecteur, le spectateur, le citoyen sont placés face à une question simple. Que signifie être indépendant aujourd'hui? La réponse n'est peut-être pas dans les chiffres, mais dans la continuité de l'effort collectif.